Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial Octobre Rose. Depuis sa création en 2011, la fondation de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, dont les actions sont tournées vers le renforcement des valeurs familiales à toutes les échelles de la société, s'est engagée dans la lutte contre le cancer au Gabon et en particulier contre les cancers du sein et du col de l'utérus qui sont les deux principaux cancers chez les femmes dans ce pays d'Afrique centrale. L'objectif à terme étant de réduire considérablement l'incidence et la mortalité causée par ces maladies en intervenant sur la prévention, le traitement et l'accompagnement. Pour parvenir justement à ce résultat et dans le cadre de la campagne Octobre Rose, puisque nous sommes en plein, eh bien la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a lancé plusieurs initiatives dont l'étude Cap Cancer menée sur l'ensemble du territoire entre avril et septembre 2019 pour appréhender les connaissances, les opinions et les comportements de la population en lien avec les cancers. Je rappelle que cette émission est co-organisée avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et pour parler de cette étude Cap Cancer, je reçois sur le plateau le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur le ministre, à côté de vous, il y a le professeur Edgar Brice Ngungu, qui est neuroépidémiologiste, chef du département de santé publique à la faculté de médecine de Libreville. Merci d'être avec nous. Juste à côté de vous, il y a le professeur Ernest Mbele-Bayogo. Lui, il est directeur de l'Institut de cancérologie de Libreville. Merci également d'être avec nous. Merci madame. Voilà, et la femme, la seule femme de ce plateau, sinon la deuxième femme de ce plateau, est Madame Christelle Ndjenge Bengon, qui est, elle, psychologue, pour nous expliquer un peu tous ces comportements en lien avec le cancer. Merci à vous d'être avec nous. Merci. L'étude CAP, on l'a dit d'entrée de jeu, durant les 52 prochaines minutes, nous allons revenir en large sur cette étude et sa pertinence pour un pays comme le Gabon. Déjà revenir, nous présenter cette étude et revenir sur l'importance d'une telle étude pour le pays d'Ali Bongo Ondimba. Merci madame. Je tiens d'abord à remercier la Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui nous donne l'opportunité de venir rendre compte d'un travail que cette même fondation a soutenu jusqu'ici et donc je tiens à la remercier pour ça. Donc, une étude CAP pour connaissances, attitudes et pratiques est un instrument de planification et d'évaluation stratégique pour identifier un besoin éducationnel d'une cible bien spécifique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut mener des actions en termes de promotion de la santé ou des activités qui touchent les populations, on est obligé d'avoir aussi une idée des connaissances, des attitudes de ces populations-là et pratiques de ces populations-là par rapport à ce problème sur lequel on est amené à travailler ou à réaliser des activités. Donc c'est dans ce cadre-là que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a diligenté notre équipe avec nos amis, nos partenaires, nos collaborateurs qui sont à Limoges pour réaliser donc cette enquête CAP ciblée sur le cancer féminin, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et pour dire, c'est un travail épidémiologique et donc je vais essayer, tant soit peu, d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent donc aujourd'hui par rapport à cette campagne d'Octobre Rose, ce que ça veut dire une enquête épidémiologique. C'est un travail de terrain qui nous a amené à, dans le jargon d'épidémiologiste, à faire une enquête observationnelle, transversale, descriptive et analytique, du porte à porte. Ça veut dire quoi? Que nous avons sillonné l'ensemble du pays, nous sommes allés dans toutes les provinces du Gabon, notamment les chefs-lieux, et certains villages qui ont été tirés au sort pour pouvoir rencontrer les populations et passer en revue avec ces populations-là un questionnaire
qui tenait compte des éléments suivants, notamment qui concernent les connaissances vis-à-vis donc des deux cancers, qui concernent les attitudes de ces populations vis-à-vis des deux cancers et qui concernent leur pratique, en gros leur perception de ces deux cancers. Et pour cela, il a fallu aussi que l'on ait ce qu'on appelle un échantillonnage probabiliste, c'est-à-dire et proportionnel. C'est-à-dire qu'on a tenu compte de la proportion des populations gabonaises en fonction de chaque, pour ne pas dire la densité de population de chaque province, pour pouvoir cibler et sélectionner le nombre de personnes qu'il fallait rencontrer pour pouvoir administrer notre questionnaire. Et pour cela, on a donc eu recours à une méthode qui est statistique. Je passe sur les détails, mais il fallait absolument que l'on ait, pour que ce soit représentatif, faire cet échantillonnage proportionnel et voir au minimum 2000 personnes. Vous les avez eues ? Et on a vu exactement 2211 personnes. D'accord. On ne se lève pas un matin pour démarrer une étude comme de cette envergure. D'où est parti le besoin? Comment on se retrouve à mener une telle enquête qui, je le rappelle, l'étude CAP Cancer donc a été conduite par l'équipe du département d'épidémiologie, biostatistique et informatique médicale de la faculté de médecine de Libreville, sous votre supervision, professeur Ngungu, en collaboration avec l'Institut épidémiologique et de neurologie tropicale de la faculté de médecine de Limoges en France. On part d'où pour mettre sur pied une telle étude? C'est une très bonne question, madame. C'est pour cela que je tenais à remercier la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. L'initiative est venue de cette fondation, qui par rapport à ses actions a bien voulu voir l'avancée de ce qui a été déjà fait jusqu'ici depuis 2013. Et pour cela, nous n'avons apporté que l'expertise scientifique. Et pour cela, on a eu aussi recours à nos collègues donc, de Limoges, qui sont donc l'équipe de Limoges, dirigée par le professeur Preux que vous avez cité tantôt. Et donc, pour cela, la Fondation voulait avoir une idée de ce que la population pense de ces deux pathologies, premièrement, une idée des différentes actions qui ont été déjà menées ici, notamment les campagnes d'Octobre Rose, les antérieures, voilà, antérieures, et surtout prévoir les futures campagnes en ayant une idée globale de ce que pensent réellement les populations en termes de connaissances et surtout en termes de pratiques et d'attitudes, pour que ce soit plutôt efficient, ce qui va être mené, puisqu'il y a déjà eu des actions qui ont été menées et qui ont apporté des résultats, et donc probants, et donc aller au-delà de ce qui est déjà fait. Le cancer féminin, on en parle. Beaucoup ne savent pas de quoi on parle véritablement. Le cancer féminin, le cancer du col de l'utérus. Si on arrive à une étude, on va appeler une sorte de bilan à mi-parcours 7 années plus tard, puisqu'on est à la 7e édition d'Octobre Rose, cela signifie que les gens ne se sont pas encore appropriés les définitions. Vous qui êtes professeur en charge de l'Institut de cancérologie de Libreville, pouvez-vous déjà revenir sur la définition d'un cancer féminin, le cancer du sein et du col de l'utérus? Bien, je vous remercie pour la question. Disons que lorsqu'on parle de cancer d'une manière générale, le cancer féminin, en fait, ce sont les cancers qui touchent par rapport au genre. Donc nous avons le sein et les organes féminins, les organes féminins de la femme. Donc l'utérus, les ovaires, la vulve, le sein, quoique le sein, l'homme aussi a le sein. Donc quand on parle de cancer féminin, ce sont surtout ces organes-là qui sont propres au genre féminin, à l'exception du sein. D'accord. Quelle est la situation? Oui, allez-y. Donc, et quand on regarde le profil des cancers au niveau national, ce sont ces cancers-là qui sont les plus fréquents. En particulier le sein, suivi du col de l'utérus. Et là, on parle de chiffres. Quelle est la situation des cancers du sein et du col de l'utérus au Gabon? Bon, disons que par rapport à nos statistiques, donc nous avons essayé de monter un registre de cancer pour essayer de compiler régulièrement toutes les données que nous recensons au niveau national
pour essayer d'avoir dans la durée quel est le profil exact des cancers qui existent chez nous. Et par rapport aux données, aux résultats préliminaires, ce sont les cancers du sein qui sont les plus fréquents. D'accord. Et cela rejoint ce que l'on observe au niveau international. D'accord. Le deuxième cancer que l'on observe, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, raison pour laquelle, fort heureusement plutôt, ces deux cancers sont des cancers que l'on peut dépister, qu'on peut prévenir, parce qu'on connaît bien leur histoire. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle les campagnes de sensibilisation, de dépistage portent surtout sur ces deux, Oui, sur ces deux d'accord. On cancers. sensibilise une population qui est déjà au fait de la question. Mais comment on arrive à attraper un cancer du sein et un cancer du col de l'utérus? Là est toute la question. Pour prévenir, il faut que les gens sachent déjà que si je fais ci, je peux être malade. Si je fais ça, je peux ne pas être malade. Comment on devient malade du cancer du sein et du col de l'utérus? Rapidement. Bon, pour parler des causes, c'est bien. Mais je pense que je reviens dans ce que disait le professeur Gongou tout à l'heure. Les campagnes de sensibilisation que nous faisons, l'étude CAP qu'il a réalisée, c'est pour avoir un regard, pour voir si nous touchons la cible. C'est à visée pédagogique, les campagnes de sensibilisation que nous faisons. Donc, son étude va nous permettre d'apprécier ce que le public a enregistré par rapport au message que nous véhiculons. D'accord. Donc, on les explique ce que c'est que le cancer, quelles sont les causes du cancer du col. Les causes, quelles sont les causes en une phrase? De nos jours, le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus humain, qu'on appelle HPV en abrégé. D'accord. Et c'est ce virus qui est à l'origine de plus de 90% des causes de cancer du col de l'utérus. D'accord, très bien. Ce que vous ne nous avez pas dit, professeur Ngungu, c'est qu'est-ce qui est ressorti véritablement de cet échantillonnage de questions que vous avez adressées à la population dans l'arrière-pays, mais pas seulement. Quels sont les maîtres mots? Qu'est-ce qui ressort pour permettre la suite de cette émission, pour que l'on comprenne véritablement quelle est la difficulté aujourd'hui pour les populations d'accepter ou plutôt d'apprécier les campagnes de sensibilisation qui sont menées? Les maîtres mots, qu'est-ce qui est ressorti? Je voudrais d'abord préciser quelque chose par rapport à l'enquête CAP en question. Il n'y avait pas que les populations. C'est-à-dire qu'il y avait un volet quantitatif qui touchait les populations et il y avait aussi un volet qualitatif qui touchait les professionnels de santé. Qu'est-ce qui est ressorti? Et ce qui est ressorti de là, c'est que pour ce qui est des populations en tant que telles, le niveau de connaissance n'est pas celui escompté. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 30% des personnes, des femmes en général, et donc des hommes aussi, mais en général les femmes qui ont une idée vraiment globale du cancer du sein ou du cancer de l'utérus. Et c'est aussi la même tranche, on va dire la même proportion, autant pour moi, de personnes qui ont vraiment, véritablement une idée de l'action menée dans le cadre de la sensibilisation. D'accord, merci beaucoup. Cela me permet justement de poser la question au ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Aubian. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e édition d'Octobre Rose et c'est vraiment, elle est bien accueillie, cette caravane Octobre Rose. Quelles sont les actions qui vont être menées à partir de cette étude CAP qui est finalement, dont les résultats sont désormais connus? Ce qu'il faut se dire, c'est que, vous voyez, il y a toute une histoire de la lutte contre le cancer au Gabon. Depuis 2011, la Première Dame a fait de la lutte contre le cancer une priorité. Cette priorité s'est matérialisée au niveau de la prévention, de la prise en charge et du continuum des soins. Prévention par les campagnes Octobre Rose, par la sensibilisation des populations et des communautés sur l'adhésion au dépistage du cancer. Et dans un deuxième temps, pour ce qui est de la prise en charge, par la mise en place de l'Institut de cancérologie de Libreville avec un plateau technique de haut niveau qui permet aujourd'hui la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Pour ce qui est du continuum de soins, c'est-à-dire l'accompagnement communautaire des personnes atteintes par le cancer, nous avons aujourd'hui la maison d'Alice qui permet d'assurer ce continuum de soins. Ce sont 3 éléments stratégiques dans la définition d'un programme de lutte contre le cancer. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'il y a eu une évolution favorable dans la perception, dans la compréhension et dans la nécessité de cet engagement contre le cancer. Cet engagement est lié au leadership assuré par la Première Dame et au leadership affirmé du Président de la République pour la lutte contre cette maladie noble. En 2013,
lorsque les premières campagnes Octobre Rose ont commencé, il y avait à peine 100 personnes qui étaient mobilisées pour le dépistage. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 personnes qui, chaque année, souhaitent se faire dépister. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une bonne appropriation de la lutte contre le cancer au niveau du Gabon. Maintenant, il y a une enquête CAP qui a été réalisée qui permet d'avoir une cartographie de la perception du cancer au niveau de la population. Parce que nous avons aujourd'hui des données perceptuelles. Oui, les personnes connaissent ce que c'est le cancer, les personnes connaissent peu. Là, nous avons des données chiffrées qui permettent de connaître quel est le niveau de connaissance réelle sur le cancer. Nous avons aujourd'hui des informations sur l'attitude de la population lorsqu'elle soupçonne avoir un cancer. Est-ce que je vais directement à l'hôpital? Est-ce que je vais chez le tradipraticien? Est-ce que je me confie à quelqu'un de la famille? Est-ce que le cancer constitue pour moi une honte? Voici les données qui nous permettront de réorienter la stratégie nationale au niveau de la lutte contre le cancer. Et la lutte contre le cancer passe aussi par ce soutien. Vous êtes psychologue. Aujourd'hui, l'on entend que des femmes refusent de se faire dépister par crainte d'être dépistées positives, on va le dire comme ça, atteintes du cancer, etc. Elles se réfugient chez le tradipraticien. Au-delà, elles vivent avec parce que ne voulant peut-être pas perdre leur féminité, elles préfèrent donc se soustraire à la prise en charge médicale. Quel est votre accompagnement, vous, en tant que psychologue? Je vous remercie. C'est déjà vous signaler qu'au sein de l'Institut, en 2018, nous nous sommes, en tant que psychologue justement, amusés à porter un regard sur cette conception anthropologique de la maladie chez les femmes et même chez les hommes. Et nous avons remarqué que pour 65% des personnes avec qui nous avions discuté, la maladie était perçue d'abord comme une malédiction. Donc c'est comme si on avait transgressé un interdit, on était à la cause d'un problème et dans ce cas, à ce moment-là, on se dit que la solution n'est pas à l'hôpital puisque la maladie n'a pas d'origine médicale. Et le fait également que certains médecins, lorsqu'ils font l'annonce, n'arrivent pas à répondre aux questions que se posent les patients, quand on lui demande par exemple pourquoi moi, comment ça m'est arrivé, le fait de ne pas avoir de réponse claire fait qu'on se dit si ce n'est pas clair, alors c'est du domaine du divin ou alors du domaine de la sorcellerie et autres. Donc les patients généralement ont recours en premier aux tradipraticiens parce que tout simplement ils n'ont aucune connaissance de la cause réelle de la maladie. Et lorsque à ce moment ils se rendent compte que le tradipraticien n'a peut-être pas apporté une réponse attendue, ils ont recours ensuite aux églises. Il faut faire la délivrance. C'est sûrement un démon qui a été posé sur moi parce qu'on est jaloux, parce qu'on a des envies particulières sur l'étoile que j'ai et autres. Et là aussi, lorsqu'il y a échec, on recourt maintenant à la médecine. Sur à peine 10% de la population, le premier recours était la médecine. Et là, c'était généralement chez des personnes qui avaient quand même un niveau intellectuel plus ou moins élevé. Mais généralement, c'est au niveau lorsque ces personnes arrivent, lorsqu'elles sont orientées, parce que l'on sait, grâce au professeur Mbele Bayogo, que la prise en charge du cancer, on va dire quoi, permet la mobilisation de plusieurs spécialistes, dont vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel est l'apport que vous avez au quotidien vis-à-vis de ces personnes qui viennent pour le cancer? Parce que ça peut participer également à améliorer la prise en charge, s'il y a une véritable prise en charge psychologique, qui est la porte d'entrée, on va le dire comme ça. Généralement, la porte d'entrée, c'est la prise en charge médicale. D'accord. Parce que la majorité des patients ont tellement tourné que lorsqu'ils arrivent, on est un peu dans l'urgence médicale d'abord. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais sur le plan psychologique, on ne cherche pas à juger le patient déjà au départ, mais à comprendre pourquoi il y a eu ce retard dans cette prise en charge médicale. Et ensuite, il faut emmener le patient à accepter la maladie, à lui donner une autre connotation, non plus à rester sur cette connotation d'une maladie, malédiction, mais de la voir comme une maladie qui a une solution derrière, qui est la prise en charge médicale. Et après, on demande au patient d'être accompagné par la famille.
parce que c'est une maladie assez lourde, aussi bien sur le temps que sur le plan psychologique. Aidez-nous, professeur Mbele-Bayogo, à balayer les préjugés. On a dit que c'est une maladie de la honte. C'est le sorcier du village qui a jeté. C'est la famille, le père, la mère qui mange l'enfant pour que celui-ci ait le cancer. Est-ce que c'est une maladie contagieuse? Est-ce que c'est une maladie de la honte pour finalement être mal vue par les populations ou mal acceptée par les personnes qui en souffrent? Effectivement, tout ça, c'est lié à l'ignorance de nos populations. D'où l'intérêt justement de nos campagnes de sensibilisation, d'éducation des populations sur cette maladie. C'est parce qu'ils ne sont pas tellement au courant, au fait de cette maladie, notamment sur ses facteurs de risque, les causes et comment elle apparaît. Donc ce que vient de décrire Madame Christelle, effectivement, c'est exact et cela reflète un petit peu nos cultures. Notre culture, notre environnement, notre culture qui explique un peu cela. C'est effectivement, pour la plupart des cancers, les causes sont plus ou moins connues. Quand on ne connaît pas les causes, on appelle ça des facteurs de risque, des situations qui favorisent l'apparition du cancer. Donc là, nous parlons des cancers du col de l'utérus. Nous avons expliqué que de nos jours, on sait que c'est le papillomavirus humain qui est le premier responsable de ce cancer-là. D'accord. Il est important, au vu de tout ce que nous connaissons maintenant, de continuer nos campagnes de sensibilisation, d'éducation des populations. On va réorienter, rectifier nos discours pour amener nos populations à mieux comprendre cette maladie et surtout les causes. Vous avez l'étude CAP qui vient de sortir. Vous avez cette étude qui vous donne la cartographie, pour reprendre les termes de Monsieur le ministre. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez orienter la prise en charge au niveau de l'Institut de cancérologie de Libreville? Quel sera l'apport véritable de cette étude pour l'Institut de cancérologie? Bon, au niveau de l'Institut de cancérologie, je pense que c'est... nous sommes, entre guillemets, des experts qui interviennent dans pas mal de prises de décisions dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Donc, nous avons là des outils de précision, de mesures qui vont nous permettre, comme je le disais tantôt, d'orienter notre façon de faire. Comment véhiculer le discours? Qu'est-ce qu'il faut insister pour amener nos populations à mieux comprendre cette maladie? Parce que c'est par là que nous allons gagner cette bataille. Amener nos populations à s'approprier réellement cette maladie, qu'est-ce qui les favorise, quels sont les facteurs favorisant cette maladie, etc. Et surtout les inviter à venir vers les médecins dès qu'ils constatent qu'il y a une anomalie, un problème, et non pas se diriger vers les ngangas ou les églises éveillées, etc., qui en fait malheureusement, c'est lorsqu'ils observent un échec à ce niveau-là qu'ils viennent vers les hôpitaux, et malheureusement à ce moment-là, c'est souvent trop tard. Souvent, les études, professeur Ngungu, lorsqu'on les mène, elles sont jolies comme ça, 90 pages, plus de 90 pages, une centaine environ. Pour cette étude CAP Cancer, le Gabon en a besoin, le ministre l'a dit en d'autres termes, mais aujourd'hui, concrètement, vous l'avez sorti et après, quelle est la suite? Très bonne question. En tant que scientifique, moi, j'apporte les éléments qui vont accompagner la politique sanitaire de Monsieur le ministre, mais en sachant que Monsieur le ministre aussi a des priorités. Maintenant, dans le cadre des cancers, notamment les cancers féminins, je tiens à souligner une chose. La toute première, c'est qu'on est dans la période dite de transition épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jadis, il y a des pathologies, notamment infectieuses, qui sévissaient énormément et qui sévissent encore d'ailleurs dans nos contrées, et d'autres que l'on pensait être des pathologies des pays industrialisés d'ailleurs, et qui se retrouvent chez nous, qui sont donc, pour le cas d'espèces au jour d'aujourd'hui, on est en octobre, donc des cancers féminins. Là. Du coup, l'étude a montré que, par exemple, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la connaissance de la pathologie, comme disait le professeur Mbele-Bayogo, et même des facteurs de risque de ces cancers-là, il y a un niveau moindre dans nos populations, notamment celles qui sont en province. Donc l'idée, ce serait de construire au travers de ces résultats-là une nouvelle stratégie de sensibilisation et de communication sur la base des éléments qui ont été réalisés
auparavant par la fondation Sylvia Bongo Ondimba à travers Octobre Rose, et ensuite réaliser d'autres actions qui vont intégrer l'ensemble des éléments qui ont été mis en avant dans cette étude-là, notamment celles qui concernent les pratiques et les attitudes. On a souligné certains points ici, notamment le fait qu'il y ait, par rapport à l'itinéraire thérapeutique du patient, le passage d'abord par le tradit praticien, donc pour pouvoir essayer de recadrer tout ça et de montrer aux populations que on peut aussi guérir un cancer et que mieux vaut s'y prendre suffisamment tôt pour que l'on puisse avoir un meilleur résultat. Le gouvernement est face à ses responsabilités. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba a fait sa part comme d'habitude et ce depuis 2011. Vous l'avez vous-même rappelé. Il y a cette étude CAP qui est là, qui vous a donné vous-même, vous l'avez dit, une cartographie de la prise en charge même, de la perception par les populations de cette maladie ou de ces maladies, des cancers. Qu'est-ce qui va être fait là dans l'immédiat? Qu'est-ce qui va être fait dans un an, d'ici la prochaine campagne? Quelles sont les actions fortes qui vont être menées? Nous traversons le mois d'octobre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout plan stratégique, parce qu'aujourd'hui, nous avions besoin des données factuelles, c'est-à-dire les données réelles sur la situation du cancer au Gabon. Vous savez, cette étude CAP qui a été organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, c'est une des premières études CAP, parce que beaucoup de pays dans le monde n'ont pas, en Afrique surtout, n'ont pas pu réaliser une étude CAP. La Fondation Sylvia Bongo, le gouvernement gabonais, ont jugé nécessaire de réaliser cette étude pour faire un état de lieu de la situation du cancer au Gabon. Après cet état de lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élaborer un plan stratégique de lutte contre le cancer, un plan national stratégique. Ce plan stratégique national va comporter un certain nombre d'objectifs qui seront tirés des indicateurs qu'on estime être des indicateurs faibles qui nécessitent d'être renforcés. Par exemple, en matière de prévention, il faut renforcer la prévention pour mieux sensibiliser la population. En écoutant le professeur parler, il y a même la nécessité de revoir le cadre institutionnel de lutte contre le cancer. Nous avons un programme national de lutte contre le cancer qui mène des activités uniquement à Libreville. Il faut peut-être penser, à partir de 2021, mettre en place des coordinations provinciales de lutte contre le cancer, qui seront les relais du programme national de lutte contre le cancer pour que l'activité de lutte contre le cancer en matière de prévention, en matière d'éducation, en matière de sensibilisation des populations, mais également de prise en charge, soit véritablement effective. Là, je pense que nous avons tous les ingrédients réunis pour pouvoir booster la lutte contre le cancer dans notre pays. Et puisque nous traversons le mois d'Octobre Rose qui se poursuit jusqu'à la fin de ce mois d'octobre, eh bien nous reviendrons en long et en large sur cette prise en charge par l'État, mais pas seulement, par tous les différents spécialistes. Voilà, c'est la fin de cette première partie ici même à la Maison d'Alice qui accompagne tous les malades du cancer. Je rappelle que cette émission, ce plateau spécial, est co-organisé avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. On se retrouve dans la seconde partie, toujours avec nos invités. Seconde partie d'émission ici à la Maison d'Alice où l'on tourne ce plateau spécial en rapport avec l'étude CAP, une étude qui a été menée pour comprendre la perception qu'ont les populations gabonaises des cancers du sein et du col de l'utérus. Toujours avec moi sur le plateau, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiang. Merci toujours d'être avec nous. Il y a à côté de vous le professeur Edgar Brice Ngungu qui est l'un des instigateurs, sinon la personne qui a mené l'enquête et pas l'instigateur. À côté de vous, il y a le professeur Ernest Mbele-Bayogo qui est lui directeur de l'Institut de cancérologie de Libreville. Et puis la deuxième femme de ce plateau, Madame Christelle Djenge Bengon qui est psychologue pour nous parler de toutes ces causes qui ont été retrouvées et pourquoi on en est là. Je vous rappelle que le mercredi 30 septembre, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a présenté au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, une stratégie de promotion des droits des femmes et des inégalités femmes-hommes au Gabon. La santé est un des volets importants de cette stratégie. Elle prévoit notamment d'amplifier les actions en matière de prévention contre les cancers féminins au Gabon. Quelles actions seront menées? Ça, nous le saurons en détail avec le ministre de la Santé. Je reviens à vous.
Professeur Ngungu, vous avez mené cette enquête, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez fait un constat. Il y a des chiffres qui ressortent. On a compris que 20% de personnes n'y croyaient peut-être pas, avaient la mauvaise information. Quelles ont été les recommandations contenues, quelles sont les recommandations contenues dans cette étude CAP? Effectivement, madame, on va revenir un peu sur les chiffres. Comme je vous le disais tantôt, sur 94% des personnes qui ont entendu parler des cancers au niveau du Gabon, donc dans cette enquête CAP, on a en gros 39% seulement qui connaissent en fait ou qui ont des connaissances du cancer du sein et à peu près la même proportion de ceux qui connaissent aussi le cancer du col de l'utérus. Mais quand on regarde aussi dans ces chiffres-là les différents facteurs de risque qui ressortent, par exemple pour le cancer du sein, on a en gros 15% seulement des personnes interrogées qui connaissent en fait les facteurs de risque liés au cancer du sein, pour prendre cet exemple-là. Et parmi ces personnes-là, je vais vous donner des chiffres un tout petit peu ahurissants. S'il vous plaît. Vous avez 15% qui pensent que c'est le fait de porter un soutien-gorge métallique ou mettre les pièces de monnaie dans le soutien-gorge qui serait un facteur de risque de survenue ou qui provoquerait le cancer du sein. Vous avez 9% en gros qui pensent que c'est mystique et que pour eux c'est le fait que, comme vous l'avez souligné au début de cette émission, le fait qu'il y ait un parent qui a obtenu une promotion et c'est celui-là qui serait à l'origine de son cancer du sein. C'est la même chose avec le cancer du col de l'utérus, parce que vous allez avoir des gens qui au jour d'aujourd'hui, notamment pour ce cancer-là, qui ne connaissent pas ce que c'est que le papillomavirus, comme disait le professeur Mbelebango, qui est en fait la principale cause du cancer du col de l'utérus. Il n'y a que 11% dans nos études qui connaissent ce que c'est que le papillomavirus. Donc, pour poursuivre dans votre question, c'est mettre en place donc une stratégie de sensibilisation et de communication pour pouvoir aider ces populations-là à comprendre premièrement la pathologie, à comprendre les facteurs de risque liés à cette pathologie-là et à comprendre aussi que les différents modes ou méthodes de traitement qui sont utilisés au niveau du Gabon et savoir qu'il y a des instances, des structures qui s'occupent du soutien et de l'accompagnement de ces personnes-là. Oui, mais là, vous êtes en train de parler de la partie politique. Ça, c'est le politique qui doit le faire. Vous, concrètement, quelles ont été les recommandations fortes en 3 lignes? La toute première, nous sommes dit qu'il fallait mettre, par exemple, un numéro vert pour pouvoir aider les personnes qui se mettent, qui ont des soucis, pour pouvoir être informées. La deuxième, c'est celle de se dire, bon, avec une telle étude, il faut accompagner le politique en mettant en place une idée de stratégie ou une stratégie qui pourrait être montée par le politique. Et la troisième chose que nous nous sommes donnés, c'est d'accompagner non seulement les formateurs, mais d'aider aussi les professionnels de santé à aider ces populations-là en termes de sensibilisation et de prise en charge, parce qu'à l'intérieur du pays, par exemple, ils ont des difficultés pour ce qui est du diagnostic. Ils sont obligés à chaque fois de se référer à Libreville et notamment l'Institut. C'est un peu ramassé tout cela, mais nous allons le comprendre au fil de cette émission qui tire malheureusement à sa fin. On est dans la seconde partie. Professeur Mbele Bayogo, j'ai entendu des choses qui font froid dans le dos. Le soutien-gorge, le parent qui a une promotion, etc. Les causes du cancer, on les connaît. Vous les avez rappelées ici d'entrée de jeu, mais à côté de ce rappel, que faut-il faire pour que ces personnes, ces 39%, on parle bien de 39% de la population, arrivent à comprendre que le cancer n'est pas une maladie de la honte, au-delà, ce n'est pas contagieux. Au niveau de l'Institut de cancérologie dont vous avez la charge, l'on sait que la prise en charge coûte cher, la prise en charge d'un cancer, mais qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Bon, au niveau de l'Institut, d'abord, c'est un centre spécialisé dans le traitement des cancers. D'accord. Donc, dans le traitement des cancers, c'est pluridisciplinaire. Oui. Il faut associer plusieurs spécialistes. Donc, il y a la chirurgie, la radiothérapie et le traitement médical qu'on appelle communément la chimiothérapie. Donc, ce sont ces 3 moyens thérapeutiques que nous utilisons.
pour le traitement des cancers. Qui ne sont pas accessibles, vous en conviendrez. Oui, mais au niveau du Gabon, comment ça se passe? Avec l'apport de la CNAMGS, Très bien. tous les malades sont pris à 100% au niveau de l'Institut de cancérologie. Donc Alors. on n'a plus les difficultés que nous observons à l'époque où les malades abandonnaient le traitement parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour se faire soigner. Mais depuis l'arrivée de la CNAMGS, ce problème n'existe plus. D'accord, mais Donc ils sont tous, même ceux qui ne sont pas immatriculés, il y a un mécanisme qui a été mis en place d'ailleurs par le ministre lorsqu'il était encore là-bas. En moins d'une semaine, vous êtes immatriculé Très bien. et vous êtes pris en charge totalement. D'accord, mais cette Diagnostic. prise en charge, elle démarre quand? À quel moment un patient doit s'inquiéter de ce qu'il est malade ou pas? Lorsqu'ils arrivent chez vous, quelle est la proportion aujourd'hui? Comment on peut la chiffrer? Aidez-nous, s'il vous plaît, à comprendre. Lorsque les malades arrivent chez vous, est-ce qu'ils sont à un stade très avancé de la maladie? Est-ce qu'ils sont venus volontairement se faire dépister? Quelle est la proportion de personnes qui se présentent à vous et pour quels symptômes, pour quelle prise en charge spécifique? Je dirais que plus de 95% des malades arrivent avec un diagnostic du cancer établi. Ah, Parce qu'au départ, ils ne savent pas qu'ils ont un cancer. Donc ils ont des maux, ils souffrent, ils ont des symptômes, donc ils vont errer de consultation en consultation et finalement un des médecins va poser le diagnostic du cancer par un prélèvement, par des examens. Et dès qu'ils ont cette preuve, les patients sont orientés vers l'Institut du cancérologie. d'accord. Et Donc. à quel moment, là est ma question, à quel moment Laetitia Ngalibika doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des signes? Cancer du col de l'utérus, cancer du sein. À quel moment je dois m'inquiéter et venir en consultation? On demande à toute personne, Oui, à partir du moment où vous avez des signes qui persistent au-delà de 10 jours, 2 semaines, rapprochez-vous des médecins pour essayer de voir, de quels comprendre. signes? Bon, Quels sont les symptômes? au niveau du cancer du col de l'utérus, ce sont des douleurs pelviennes, des saignements en dehors des menstrues, D'accord. des écoulements d'eau qu'on appelle hydrorrhée. Donc ce sont des signes qui doivent alerter la femme et l'amener à voir un médecin. Au niveau des seins, c'est la même chose, soit des douleurs, soit une boule, ou soit des, on appelle ça des méplats, des petits rides que l'on observe au niveau des seins. Raison pour laquelle nous sensibilisons les femmes pour apprendre à se faire l'auto-examen des seins. D'accord. On demande à chaque femme, chaque mois, au décours des menstrues, d'apprendre à se mettre torse nu devant un miroir et d'observer ses seins. D'accord. De manière inconsciente, elle va mémoriser l'image de ses seins. En faisant cela régulièrement, chaque mois, Elle pourra prévenir. elle va prévenir. Le jour où il y aura un début de changement, elle sera alertée. Elle va se rendre compte que j'ai un problème à ce niveau. Oui, À cet instant-là, elle va voir un médecin. d'accord. Hein? Donc, Ok. apprendre à se palper les seins. Si Oui. elle sent une boule, C'est important. aller voir un médecin. Il y a des boules dans les seins, donc lorsqu'on ressent, la boule doit être quoi? Il faut qu'elle soit... Théoriquement, il n'y a pas de boule. D'accord, il n'y a pas de boule. Il n'y a pas de boule. Mais dès qu'il y a une boule, Dès qu'il y a il une faut boule, c'est un signe d'alerte pour aller voir un consulter. médecin. Mais la femme aussi a ce côté où je me retiens parce que tout le monde ne doit pas me voir nue, tout le monde ne doit pas absolument accéder à moi. Et c'est là où vous, en tant que psychologue, vous intervenez pour briser la glace, dire à ces femmes qu'il faut vous palper, c'est pas évident. Il y en a encore à cause des pesanteurs socioculturelles qui n'arrivent pas à se déshabiller devant un médecin. Quel est votre rôle, vous, au sein de l'Institut de cancérologie? Comment vous accompagnez ces femmes jusqu'à l'acceptation de la maladie pour une meilleure prise en charge? Nous débutons la prise en charge dès l'annonce. Lorsqu'il y a eu l'annonce par le médecin, nous revoyons la qualité de l'information qui a été donnée au patient, comment lui, il a reçu et comment est-ce qu'il pense pouvoir entrer dans le circuit. D'accord. Ensuite, tout le long du traitement, nous prenons du temps avec les patients, qu'ils soient hospitalisés ou pas, pour voir comment est-ce que ça se passe, la prise en charge médicale, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en chemin, que ce soit financier ou social, quelles sont les appréhensions qu'ils peuvent avoir par rapport aux représentations justement qu'ils ont de la maladie et quels sont aussi les problèmes liés aux effets secondaires des traitements, comment on peut les soutenir dans ces moments-là. Vous avez suivi avec nous le propos du professeur Ngungu qui a révélé un certain nombre de perceptions même des populations qui ne reflètent pas la réalité. Comment est-ce que, à partir de cette étude CAP Cancer, vous allez réorienter votre prise en charge? Si vous avez suivi au début, je vous disais que nous aussi, nous avions déjà un peu mené une enquête, pas de large
Mais là, vous avez cette enquête voilà, qui est maintenant nationale. nous allons D'accord. À revoir, partir de parce que celle-ci. le plus important d'abord au départ, lorsque vous recevez un patient, c'est de savoir quelle est la représentation qu'il a de la maladie. D'accord. En fonction de ce qu'il vous donne de cette représentation, à ce moment, vous adaptez le suivi du malade. On ne peut pas généraliser parce Très que bien. tout le monde n'a pas la même conception. Tout est fonction de la Voilà. personne en face de vous. Et même de l'entourage, parce bien. que l'entourage également joue un rôle principal dans l'acceptation de la maladie. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a accepté, mais l'entourage qui refuse. Alors, il faut pouvoir accompagner ce patient-là, même si l'entourage n'est pas toujours présent. Il faut ensuite prendre en charge l'entourage pour que le suivi soit fait aussi bien par le patient que par l'entourage. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre les Et deux. c'est là où j'ai envie de m'arrêter parce que vous dites qu'il faut prendre en charge le patient, la famille du patient. Vous n'êtes pas le seul psychologue à l'Institut. Il y en a beaucoup, mais comment on prend en charge la famille? Avec quels moyens on arrive à faire tout Malheureusement, ça? je suis le seul psychologue clinicien à l'Institut de cancérologie. Comment vous arrivez à gérer les deux? C'est Là à aussi, il y a travers la des question. entretiens, tout Très bien. simplement. Nous avons des entretiens. Vous nous travaillez mettons en place. H24? Disons, je travaille de lundi à vendredi. D'accord. Voilà. Et aux heures habituelles de bureau. Je prends en charge, je mets en place des entretiens individuels, Très bien. des entretiens familiaux et également des entretiens de groupe. Et dans les entretiens de groupe, j'associe des patients déjà en phase de rémission pour soutenir les nouveaux qui ont souvent peur d'entrer dans la prise en charge. D'accord. Professeur Ngungu, on vient de l'entendre. Madame Djengue Bengon nous l'a dit, il y a encore des inégalités. Est-ce qu'elles sont perceptibles au niveau rural et ici même au niveau des villes? Comment ça se passe, des grandes villes? Y a-t-il une différence en termes de chiffres? La perception est-elle la même ici en ville ou dans l'arrière-pays? Est-ce qu'elle est la même? Déjà, la perception est même différente entre hommes et femmes. Par D'accord. exemple, 69% des femmes ont une bonne connaissance des cancers du col de l'utérus et du cancer du Et les sein. hommes, non? Les hommes, une vingtaine. 20%, c'est ce que l'on retrouve comme données, résultats dans notre étude CAP. Cette tendance est aussi perceptible entre le rural, le monde rural, et le monde urbain, enfin on va dire la zone rurale et la zone urbaine. C'est-à-dire que quand on va à l'intérieur du pays, il y a à peu près 40% à peu près des gens qui ont une bonne connaissance des cancers par rapport à la zone urbaine. D'accord. Or, quand vous reprenez les mêmes, même dans l'arrière-pays, si vous faites la différence entre la zone, on va dire, semi-urbaine ou urbaine dans l'arrière-pays et la zone rurale, cette tendance est encore plus perceptible parce qu'on a à peu près 70% de ceux qui sont vraiment en zone rurale qui ne connaissent pas grand-chose sur... Monsieur le ministre, et là je m'interroge, qu'est-ce qu'il explique? Bon, je pense que les données qui viennent d'être publiées, comme je vous le disais, nous avions besoin de cette étude CAP pour orienter la stratégie, la politique nationale en matière de lutte contre le cancer. D'accord. Vous vous rendez compte que des efforts ont été faits en milieu urbain et qu'il y a une nécessité de renforcer le dispositif de lutte contre le cancer en zone rurale. Parce qu'il y a un problème de communication, il y a un problème d'éducation et il y a des actions qui doivent être faites. Vous voyez, mais ces actions doivent être de manière participative. La lutte contre le cancer, je pense que la Première Dame a tracé la voie en affirmant et en assurant son leadership. Il faudrait maintenant que le gouvernement puisse renforcer le dispositif. Il faut également aujourd'hui, heureusement, grâce au leadership de la Première Dame, nous avons de plus en plus l'implication du secteur privé qui s'emploie aussi à la lutte contre le cancer. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons intensifier l'engagement associatif, c'est-à-dire la société civile pour une meilleure lutte contre le cancer. Vous voyez, nous avons par exemple des leaders religieux qui peuvent jouer un rôle fondamental dans l'éducation. Nous avons les responsables des associations, par exemple les tontines, les femmes commerçantes. Nous avons même au niveau de l'éducation nationale, il y a peut-être nécessité de travailler pour que des curricula de formation puissent être intégrés aussi bien au niveau du primaire que du secondaire pour commencer à préparer les jeunes sur
les idées fausses sur les cancers et quels sont les gestes à faire pour pouvoir prévenir ces cancers. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle du dépistage. Très bien. Le dépistage, mais on ne peut faire le dépistage que si on a une bonne connaissance de la maladie. C'est pourquoi nous allons poursuivre ce qui a commencé, intensifier les actions de sensibilisation, améliorer la prise en charge des personnes qui sont atteintes du cancer et maintenant mieux accompagner ces personnes qui aujourd'hui souffrent de cette maladie. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de la Première Dame, grâce à la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, l'idée, la perception du cancer a évolué au Gabon. Le cancer n'est plus synonyme de la mort, mais le cancer aujourd'hui est synonyme de l'espoir. Le cancer est synonyme de la guérison. Voilà comment on peut aujourd'hui, après la 7e édition d'Octobre Rose, dire qu'il y a de l'espoir. Nous y sommes en plein là. Dans cette 7e édition, Monsieur le Ministre, il y a des recommandations fortes issues justement de cette étude CAP. Il y a également cette stratégie remise au chef de l'État, une stratégie qui promeut des droits des femmes, qui réduit les inégalités femmes-hommes au Gabon. Aujourd'hui, des recommandations aussi fortes doivent entraîner forcément une réaction rapide. Nous sommes dans le mois d'octobre. Quelles sont les actions qui seront menées durant tout le mois d'octobre? Durant tout le mois d'octobre, il y a Octobre Rose. Oui. Octobre Rose, c'est la période au cours de l'année où nous intensifions, il faut bien dire intensifions. Ça veut dire que le durant reste l'année, du temps... le professeur Belemba Ogo est là. Oui. Durant l'année, il y a des activités de dépistage qui se poursuivent. C'est tous les jours ou toutes les semaines qu'il reçoit un nouveau malade du cancer. Ce qui veut dire que l'activité de dépistage et de prise en charge du cancer se poursuit. Par contre, au mois d'octobre, c'est la grande messe où il faut intensifier les actions de sensibilisation. Sauf que nous traversons une période aussi trouble, celle liée à la Covid-19, à sa présence dans le monde. Comment ça va? Avant, nous avions des sensibilisations qui réunissaient un nombre important de personnes. Comment ça va se passer pour cette 7e édition d'Octobre Rose? Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'événements qui ont été suspendus parce qu'effectivement nous nous retrouvons dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Et pour ce qui est d'Octobre Rose, il n'y aura plus de manifestations événementielles. D'accord. Parce qu'effectivement, il faut éviter la propagation du virus dans la communauté. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est d'inviter la population, c'est d'inviter les femmes à se faire dépister dans le strict respect des mesures barrières. Donc nous allons demander aux femmes d'aller vers les centres de santé, vers les unités de dépistage, parce qu'aujourd'hui nous avons plus d'une quarantaine d'unités de dépistage qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que les femmes aient accès au dépistage. C'est ça aussi, réduire les inégalités. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que dans tous les départements sanitaires, il y ait une unité de dépistage. Ce sont bien évidemment des indicateurs, ce sont des objectifs qui sont peut-être encore difficiles à atteindre à 100%, mais il y a une nette amélioration de cela. Donc aujourd'hui, c'est le dépistage du cancer dans le strict respect des mesures barrières. D'accord, sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Durant le mois d'octobre, mais pas seulement, puisque les dépistages se poursuivent aussi pendant les 11 autres mois de l'année. Octobre Rose, c'est vraiment le moment d'intensifier la lutte, mais encore, nous avons cette étude CAP qui est sortie. Vous allez forcément aller vers d'autres horizons pour davantage accompagner l'action publique. Quel est cet horizon parlant des cancers? Moi, je pense que dans notre cas de figure, on va aussi s'intéresser un peu aux professionnels de santé. Parce que ces personnes sont au contact de ces patientes qui souffrent de ces cancers féminins. Quand vous dites vous intéresser au personnel de santé, c'est-à-dire qu'on va aller au contact pour pouvoir renforcer, développer des stratégies pour qu'ils puissent eux aussi mieux prendre en charge ces patientes-là, mais surtout mieux collaborer, là je parle de ceux qui sont à l'intérieur du pays, mieux collaborer avec leurs confrères qui sont sur Libreville et avoir aussi un temps soit peu l'ensemble des outils qui leur permettent de mieux mener leurs actions. Mais ça, ce n'est pas de l'ordre du politique. Et ça c'est justement, nous formulons voilà, on accompagne. Très bien. Voilà. Docteur Mbele Bayogo, votre vœu
En ce mois d'intensification de la lutte contre les cancers, au Gabon, on le sait, les premiers cancers dont souffrent les femmes sont celui du sein et du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous traversons Octobre Rose. Est-ce que généralement, en octobre, il y a un nombre suffisant de femmes qui viennent vers vous pour se faire dépister? Qu'est-ce que vous attendez justement de toutes les personnes qui vous suivent aujourd'hui sur Gabon 24? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut que chaque personne se sente concernée dans la lutte contre le cancer. Chacun peut apporter sa contribution. D'accord. Et dans ce mois d'octobre, comme chaque année, c'est une invite que je lance à toutes les femmes, toujours de penser à elles-mêmes et à se faire dépister. D'accompagner, d'amener avec elles leurs parents, leurs mamans, leurs tantes, leurs cousines, à se faire dépister. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va amener la population à mieux s'approprier de cette maladie et surtout à lutter contre cette maladie qui est redoutable. D'accord. Donc à travers cela, bon, je ne peux pas m'empêcher, comme c'est moi. Rappelez-nous rapidement, en 2019, quel a été le nombre de consultations liées au cancer du col de l'utérus, au cancer féminin? Nous étions en 2019, on a certainement quelques chiffres à donner. Ce que je peux donner, c'est un chiffre global. Allez-y, s'il vous plaît. En 2019, nous avons eu 212 nouveaux cas de cancer à l'Institut cancérologie. Toutes localisations confondues. D'accord. Et l'on aurait pu éviter ce chiffre-là s'il y avait eu dépistage suffisamment tôt, oui ou non? Naturellement. D'accord. Parce que on connaît bien comment apparaît le cancer. Oui. Donc toutes les transformations, les modifications au niveau cellulaire, cela se passe pendant des années. D'où votre invite à un dépistage. Exactement. Parce qu'on va déceler les lésions à un stade débutant, précoce, avec des traitements simples. On arrête l'évolution. Est-ce qu'on peut guérir du cancer? C'est la question qu'on m'a posée. On oui, guérit on guérit du du cancer. Tout à fait. D'accord. À condition que le cancer soit découvert tôt, précocement. D'accord. Lorsqu'on est une femme, qu'on a guéri du cancer, est-ce qu'on peut avoir une vie de femme accomplie une vie normale. Des enfants, une vie Il normale? y en a qui refont des enfants après un traitement du cancer. Tout à fait. D'accord. Merci d'avoir balayé ces idées fausses. Et c'est là où vous intervenez, le psychologue. C'est toujours la personne qui écoute, qui a le petit mot, le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui, nous traversons Octobre Rose. Les femmes sont appelées à aller massivement se faire dépister, mais encore. Mais encore à briser les tabous, à briser la peur, à briser toutes ces conceptions fausses sur la maladie, sur le traitement, à se donner du plaisir à se faire dépister et à entrer dans le circuit lorsque la maladie est découverte et savoir que c'est un chemin qu'elles ne vont pas traverser toutes seules. Il y aura toujours une oreille attentive, il y aura toujours un regard d'amour auprès d'elles tout au long de leur parcours thérapeutique. S'agissant des innovations, Monsieur le Ministre, nous traversons la 7e édition. Qu'est-ce qui est prévu? Parmi les innovations pour la 7e édition Octobre Rose 2020, nous avons le Jeudi Rose. Oui. Tous les jeudis, nous invitons les hommes et les femmes de se vêtir en rose pour manifester leur engagement contre le cancer. Nous avons également une approche d'aller vers la cible, aller vers la communauté. Et là, avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, nous avons mis en place une stratégie qui va consister à aller faire le dépistage dans les structures privées. Les entreprises. Les entreprises. Nous sommes aujourd'hui, nous traversons une période sensible avec la pandémie de la Covid-19. Donc il est également bien, depuis comme on parlait des inégalités d'accès au dépistage, nous allons vers ces entreprises privées pour pouvoir faire le dépistage du cancer. Et tout cela sera gratuit? Tout est gratuit. Le dépistage n'a jamais été payant au Gabon, grâce à la politique mise en place par le chef de l'État. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Professeur Ngongo, vous avez mené l'enquête, donc vous êtes au plus près de la réalité. Quel est votre mot de la fin finalement? Nous avons entendu les recommandations, mais au-delà des recommandations. Merci madame, mais c'est inciter les femmes et même les hommes à accompagner ces dames à aller faire le dépistage au cours de ce mois d'octobre. Parce que parfois, quand on fait ce genre d'études, il n'y a pas le rendu et les populations ne sont pas au fait de ce qui a été le résultat des données qu'eux-mêmes ou des études dans lesquelles eux-mêmes ils ont participé. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, souligner et auprès de nos
confrères, nos collègues, le personnel soignant, que nous sommes derrière eux et qu'ils continuent à se mobiliser pour Octobre Rose comme ils l'ont si bien fait. Ça fait partie du rendu aussi de cette enquête CAP qui a montré que ces personnels de santé étaient vraiment impliqués là-dedans. Monsieur le ministre, vous avez la lourde tâche de refermer cette émission, 7e édition d'Octobre Rose. Oui, des résultats satisfaisants. Il y a beaucoup à faire, oui, surtout dans l'arrière-pays. Quel est le message à l'endroit de toutes les personnes qui vous regardent? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, fait de la lutte contre le cancer une priorité sanitaire. Cette priorité sanitaire est assurée sous forme de leadership par la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Et elle vient de le démontrer à travers l'étude CAP. L'étude CAP vient de montrer quelles sont les inégalités d'accès à l'information, à l'éducation, à la communication, mais également des inégalités liées à l'accès aux soins pour ce qui est de la lutte contre le cancer. Donc, avec Madame le Premier ministre, Madame Rose Osuka-Raponda, nous allons élaborer un plan stratégique national de lutte contre le cancer avec des objectifs à court et moyen terme. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la préoccupation du président de la République qui dit « la santé ne doit plus être un luxe ». Il y a eu des investissements au niveau du secteur santé, il faudrait capitaliser, il faudrait mutualiser tout ce qui a été entrepris, tout ce qui a été fait dans notre système de santé pour que le Gabonais puisse avoir accès au dépistage, à la prise en charge, mais également à l'accompagnement. Seuls, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons le faire que si toutes les composantes de la société sont impliquées, c'est-à-dire la société civile, le secteur privé, mais également toutes les bonnes volontés qui peuvent mener à bien ces objectifs. Et c'est aussi dire aux femmes qu'aujourd'hui, le cancer autrefois était considéré comme la mort, parce que nous n'avions pas de plateau technique pour pouvoir prendre en charge les personnes atteintes par le cancer. Aujourd'hui, des gros investissements ont été faits avec l'Institut de cancérologie de Libreville, la maison d'Alice, l'amélioration des plateaux techniques au niveau du CHUL. Il est important de se faire dépister, parce que plus tôt on se fait dépister, mieux on peut connaître votre diagnostic et rapidement vous pouvez être guéri du cancer. Le cancer ne doit plus être un tabou. Le cancer aujourd'hui est pris en charge et peut être guéri lorsqu'il est diagnostiqué précocement. Venez vous faire dépister durant ce mois d'octobre. Merci. Voilà donc qui est dit, mesdames, la balle est dans votre camp, messieurs, accompagnez les dames. Le dépistage, il est gratuit tous les jeudis. Tout le monde, hommes et femmes confondus, doivent s'habiller en rose pour marquer l'engagement de chacun dans la lutte contre le cancer. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba a fait sa part à travers cette étude CAP qui a durant plusieurs mois, on va dire d'avril à septembre, été menée par des spécialistes à travers les 9 provinces du Gabon. Cela a permis au gouvernement aujourd'hui d'avoir une cartographie de la perception même que les populations ont du cancer. Je rappelle également que le 30 septembre, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a présenté au chef de l'État une stratégie de promotion des droits des femmes et des inégalités femmes-hommes au Gabon. Ça, vous le savez, les choses sont dites. Ce plateau spécial se referme. Je rappelle que nous recevions le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiang. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. À côté de vous, il y avait le professeur Edgar Brice Ngungu qui a mené l'enquête CAP avec ses collègues de Limoges en France. Il y avait à côté du professeur Edgar Brice Ngungu le professeur Ernest Mbele Bayogo qui, lui, est directeur de l'Institut de cancérologie de Libreville. Merci, professeur, d'avoir été avec nous. Et puis, il y avait la voix qui vous accompagne. Oui, il y a l'accompagnement psychologique dans la prise en charge d'un cancer et il est assuré au niveau de l'Institut par Madame Christelle Bengon qui était également avec nous. Elle vous attend. La maladie ne devrait plus, le cancer ne devrait plus être un tabou. Ensemble, l'on peut aller plus loin, parce que seul, certes, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ainsi que se referme ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. Octobre Rose, c'est pour vous, mesdames. Allez vous faire dépister massivement.